Et quand ma fille Valentine est née, je me suis dit, bon, là, il est quand même temps de poser sur le papier ce qui m'est arrivé. Forcément, quand on me dit, mais attends, comment tu fais? Tu travailles, tu as 2 enfants et tu arrives à écrire. Il y a assez peu de livres qui traitent de sujets difficiles avec les plus petits, parce que parfois c'est des sujets tabous, ou parce que, c'est ce qu'on a entendu, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Mon fils, quand il a fermé le livre, il m'a dit, mais t'es extrêmement courageuse. En fait, je crois que l'entrepreneuriat, on tire le fil de quelque chose. Et surtout, on n'a plus peur de rien. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast Biz & Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. Vivre le pire, se reconstruire et vouloir tout écrire. C'est en devenant maman pour la seconde fois qu'Emmanuelle Chedley-Giroir a voulu poser sur papier l'histoire du deuil terrible qu'elle a vécu alors qu'elle n'avait que 24 ans. Alors fiancée, Emmanuelle perd l'amour de sa vie dans un tragique accident. Elle qui ne pensait ne jamais pouvoir refaire sa vie, retrouvera l'amour et deviendra mère de 2 enfants quelques années plus tard. À la naissance de sa fille, Emmanuelle, surnommée Emma dans cet épisode, est prise d'une envie, un besoin immense de coucher sur papier son histoire pour transmettre à ses enfants cette partie de sa vie qui a forgé la personne qu'elle est aujourd'hui. En pleine pandémie mondiale et congé maternité, Emma trouve la force insoupçonnée parmi ses journées de maman bien chargée de rédiger ce livre « Il faut toujours se dire au revoir ». Mais très vite, en voulant l'éditer, elle se rend compte que publier ses écrits est infiniment compliqué. Et si, au lieu d'essuyer d'autres refus, elle le faisait elle-même? Employée de jour, Emma se lance dans la création d'une maison d'édition la nuit. Mais comment trouver le temps d'entreprendre dans un quotidien chargé d'employés, femmes et mères? Comment faire perdurer une petite maison d'édition portée par l'envie de transmettre et de libérer la parole sur des sujets difficiles pour les enfants? Dans cet épisode plein d'émotions, Emmanuelle se livre avec une sincérité bouleversante sur son parcours, sa passion pour l'écriture, son rôle de mère apparu comme une évidence et son ambition insatiable de publier malgré tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer. Bonjour Emma, bienvenue dans Biz & Bibs. Bonjour Estelle, merci de me recevoir. Merci à toi de venir. Je vais te laisser te présenter en disant ton prénom, ton âge, où tu habites et ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Emma, j'ai eu 40 ans il y a très peu de temps, un nouveau cap. J'habite à Neuilly-sur-Seine, je suis maman de 2 enfants et je suis dans la vie, je travaille dans la communication. Ok, alors tu travailles dans la communication, mais tu as aussi un autre projet à côté. Oui, tout à fait. Je travaille dans la communication et plus précisément dans la publicité et à côté de ça, je suis auteure de livres avec différentes thématiques. Et pour être auteur de livres, j'ai monté ma propre maison d'édition. Et je fais aussi un petit peu de coaching, puisque je suis intervenante dans des formations pour des gens en reconversion et aussi du coaching à titre individuel autour de la posture et de l'approche comportementale. Et alors, c'est tout l'objet du podcast, mais donc tu vas me raconter un petit peu plus sur cette maison d'édition, ce livre. Si j'ai bien compris, c'est intervenu, c'était suite à ta seconde grossesse, c'est ça? Oui, tout à fait. À la naissance de ma fille Valentine, elle est née en 2019 et en 2020 est arrivé quelque chose que personne n'attendait, qui s'est appelé un confinement et plus précisément une pandémie mondiale. Et en fait, ce projet d'écriture, je l'avais déjà depuis très longtemps.
Je l'avais depuis une D'accord. dizaine d'années. Voilà. Et c'est vrai que l'écriture du premier livre, c'était l'écriture de ma propre histoire. Et quand on écrit sa propre histoire, on chemine beaucoup pour plein de bonnes raisons. Les secrets, ça n'a rien de bon. Et moi, j'estimais que mon histoire n'était pas un secret. Je l'avais juste pas dit à mon fils aîné. Et quand ma fille Valentine est née, je me suis dit, bon, là, il est quand même temps de poser sur le papier ce qui m'est arrivé pour partager avec, j'ai envie de dire, avec le monde cette histoire qui est une histoire autour de la résilience et comment on se reconstruit après une épreuve difficile. Et aussi pour me dire que le jour où mes enfants auraient envie de connaître mon histoire, ils pourraient le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque mon fils aîné a lu le livre. Déjà, il a quel âge ton fils? Il a 13 ans. 13 ans, et du coup, ta petite dernière, elle a... 5 ans. Elle a 5 ans, déjà. 5 ans, puisque elle est née en 2019 et que la pandémie, c'était 2020. Ouais. Voilà, et effectivement, mon fils a lu le livre. Et alors, est-ce que, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais devenir maman, pour toi, c'était une évidence? Ah oui, alors moi, j'ai voulu être mère toute petite. Mais toute petite, je savais, j'avais les prénoms. Mes poupées avaient toutes des prénoms. Et en fait, c'était vraiment au fond de moi. Je pense même que je suis née pour être mère. Je ne concevais pas ma vie sans enfant, à tel point que quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé en 2007, je pense que je peux le dire, hein, mais j'ai perdu mon premier conjoint dans un accident. Et nous, on avait envie d'avoir un enfant. Et donc, quand c'est arrivé et qu'à ce moment-là... Et t'étais vachement jeune, du coup, 2007. J'avais 25 ans. Ouais. Et quand ça arrive, je dis à mes parents, mais moi, je vais avoir des enfants. Alors, à ce moment-là, je suis persuadée que ma vie, que je vais être seule, que plus jamais j'aimerais personne. Enfin, bref. C'était ton partenaire ou vous étiez mariés? On allait se marier. Ah, vous alliez vous marier? Oui, l'accident donc tu avais déjà en fait entamé tout ce cheminement de construction d'une famille avec cette personne-là, oui. Oui, on s'est construit, on était ce qu'on appelait un bébé couple, on s'est rencontrés, on avait 17 ans et on a tout fait ensemble, nos études, on s'est fiancés, on a acheté un appartement et au moment où on a organisé notre mariage, est arrivé ce grand drame. Et donc à ce moment-là, enfin 1 an après, moi je suis persuadée que ma vie va s'arrêter là, enfin qu'en tout cas je tomberai plus jamais amoureuse, enfin bref, toutes ces croyances qu'on a à l'instant T, qui sont normales d'ailleurs. Oui. Et donc je dis à mes parents... Ça fait partie du processus de deuil. Totalement, oui, totalement. Oui, c'est la boucle du deuil. Je dis à mes parents que je vais adopter. Donc déjà, c'est dans mon cheminement. Et pourquoi l'adoption? Parce que j'ai fait un voyage au Mali. À ce moment-là, je pars au Mali, je pars en mission humanitaire au Mali pendant 1 mois et je reviens en me disant je vais adopter un enfant au Mali. D'abord, le Mali restera dans mon cœur toute ma vie. Ah oui. Puis je suis allée dans une maternité. Bon, et la vie m'a pas laissé le temps puisque 2 ans plus tard, j'ai rencontré le papa de mon fils, que j'ai eu mon fils. Donc c'est toujours resté dans un coin de ma tête, mais finalement, la vie m'a offert autre chose. Voilà. Une autre façon d'être mère. Ouais. C'est ça. Et tout ça pour te dire qu'effectivement, ça a toujours été au fond de moi. Et mes parents le savaient, de toute façon. Voilà, pour moi, c'était une évidence. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, c'est mon plus beau rôle et c'est évidemment la plus belle chose qui me soit arrivée. 2 fois. C'est génial. Et tes grossesses se sont bien passées? Tu les as bien vécues? Oui. Alors, Pierre, mon fils aîné, 13 ans, ça s'est bien passé à un détail près qui est qu'à 6 mois, j'ai eu une MAP, donc ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré. D'accord. Et donc, je travaillais en régie publicitaire où on avait beaucoup de RP, où on sortait le soir. Et le soir où je suis allée voir mon gynécologue, je devais dîner avec des copines. Et le gynécologue m'a dit, à partir de ce soir, vous êtes couchés pendant 3 mois. Et je me souviens de lui avoir dit, mais je devais dîner avec des copines ce soir. Et il m'a dit, non, mais en fait, on ne s'est pas bien compris. Donc, Pierre, j'ai été couchée pendant 3 mois. Ça, c'est pas la partie la plus sympa. Ouais. Surtout pour une hyperactive.
Mais bon, c'est comme ça, il fallait écouter Ouais. et à un moment donné, il faut écouter. C'est pour le bien du bébé et de soi-même d'ailleurs. Et Valentine, complètement différent. Alors j'ai été très malade pour les deux pendant 3 mois. Mais alors Valentine, j'ai bricolé jusqu'au bout. On a refait la terrasse avec mon mari la semaine avant l'accouchement. Enfin bon, voilà, rien à voir. Mais deux C'est ton grossesses côté très hyperactif chouettes. qui est ressorti. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais deux grossesses très très chouettes. Je veux dire, Et alors, c'est intéressant parce que tu me dis que quand tu étais enceinte de Pierre, tu étais donc dans les RP, c'était une vie très intense. Comment ça s'est passé, du coup, le retour au travail après le congé mat avec Pierre est-ce que à l'époque, déjà, tu te disais, ce mode de vie-là, en maman, ça colle plus trop ou non, justement, tu étais contente de reprendre ton activité Alors moi, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir prendre des congés parentaux. C'est-à-dire que Pierre, j'ai retravaillé, il avait 7 mois. Et Valentine, pareil, elle devait avoir 7 mois. Donc j'ai eu la chance D'accord. de T'en as bien profiter profité. un peu plus, voilà, de mes bébés et de pas les laisser trop petits parce que on n'a pas toujours le choix et parfois il faut les laisser tout petits. Pierre, ce qui s'est passé, c'est que moi je travaille dans un média, dans un journal et à ce moment-là, ce journal est revendu et ma patronne me dit, écoute, si tu as l'occasion, change. Et donc je change à ce moment-là. Et je ne retourne pas dans l'entreprise que j'ai quittée au moment où je pars en congé mat. Pour Et Pierre ça ou a pour été Valentine pour Pierre. Pour Pierre, d'accord. Ça a été un peu difficile parce que tu arrives, tu viens d'avoir un bébé et tu arrives dans une boîte que tu connais pas. Et les gens ne te connaissent pas non plus et il n'y a pas forcément le capital sympathie ou empathie, peut-être par rapport au fait que tu viennes d'être jeune mère ou... En tout cas, il n'y a pas le côté où tu peux t'épancher avec tes copines ou être accueilli comme quelqu'un qui revient d'un congé mat. Tu arrives comme un nouvel employé. Donc, il y a tout à faire. Et à la fois, tu laisses ton bébé. Donc, c'est pas hyper facile comme configuration. Mais ça s'est bien passé, si ce n'est que je pense que j'ai pas trouvé ma place à ce moment-là parce que je revenais de mon congé mat. Enfin, parce que j'arrivais alors que je laissais mon bébé. Et donc, je suis pas restée, j'ai changé, je suis allée en agence média, où là, ça a été une nouvelle vie et où j'ai été très heureuse. Pierre avait 1 an. Et voilà. Et Valentine, rien à voir, puisque j'étais en agence, que j'ai quitté mon agence, mon équipe, et que je suis revenue dans mon équipe, dans mon agence, avec un accueil incroyable, le petit déjeuner de retour, rien à voir. Là, pas du tout la même configuration. Avec Valentine, tu as eu la grossesse hyperactive que tu voulais et le retour au travail parfait, super accueilli comme tu le voulais. Bon, après, voilà. Ça a été aussi un petit changement de carrière après Pierre, donc c'est peut-être aussi des nouvelles... une façon aussi de te rebooster, d'éveiller un peu plus ta curiosité. T'as raison parce que moi j'avais travaillé en agence média, puis au moment où j'ai eu Pierre, j'étais en régie publicitaire et j'avais très envie de revenir en agence. Donc effectivement, le moment de Pierre, ça a été une bascule puisque j'ai changé de non pas vraiment de métier, mais en tout cas d'environnement à ce moment-là. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Et alors, donc c'est pendant ton congé maternité ou pendant la grossesse de Valentine que tu as eu cette envie de commencer à écrire ton histoire, enfin, en tout cas de le faire, puisque même si ça trottait dans ta tête depuis plusieurs années, de te dire, bon, là c'est le moment de le faire? C'est vraiment au moment de la naissance de Valentine, puisque encore une fois, ça c'était là. Mais quand on raconte sa propre histoire, la difficulté, c'est d'arriver à aller plus loin que le démarrage. Parce qu'on se dit, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que je dois le prendre comme ça ou pas? Je parle dans l'écriture. Et en fait, à ce moment-là, j'ai recontacté une personne avec qui j'avais travaillé, Caroline Gaines. Et je suis allée la rejoindre à Aix-en-Provence. Et on a tombé le plan ensemble. Et Valentine avait 6 mois, 7 mois. Donc, oui, un petit peu plus. Parce que ensuite, on a été confinés. Et c'est vraiment le confinement où je me suis dit, faut y aller. Ok, c'est dans le confinement que tu as écrit ton livre. Ah oui, oui, puis c'était ma bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que ce confinement, on l'a tous vécu ensemble. Pour le coup, on a tous vécu la même chose. Donc la journée, il fallait travailler, gérer les urgences, gérer les devoirs du grand qui était en CE2, Valentine qui avait pas 1 an,
enfin presque un an, hein, puisque Valentine, elle est du 25 mars et on a été confinés le 19 mars ou le 17 mars. Valentine qui marchait pas, à ce moment-là, toutes les mamans du monde devaient faire et la popote, enfin, à manger, et gérer la maison, et gérer le travail. Et en fait, le soir, l'écriture, c'était cette soupape. De me dire, ok, mais là, j'ai juste un moment à moi, de 21h à 1h du matin, je le prends pour moi. Et c'est dingue quand même que tu t'es dit, tu as vu ce créneau-là, que tu t'es dit, je vais en profiter pour écrire plutôt que faire une sieste, regarder Netflix, me reposer. Alors ça, c'est pas dans mon tempérament déjà, parce que je regarde très peu la télé. Donc forcément, quand on me dit, mais attends, comment tu fais? Tu travailles, tu as 2 enfants et tu arrives à écrire. Moi, je dis qu'on a le temps qu'on veut bien se donner. Et en fait, le soir, moi, je regarde pas la télé ou je fais pas autre chose. Il y a plein de gens qui ont plein de passions louables. Moi, j'écris. Ou je Et tu avais toujours écrit un petit peu avant? Toujours. Okay. Et là, ce week-end, il y avait les 40 ans de ma cousine et j'ai écrit. C'est comme ça. Mais depuis toute petite, je me souviens que j'écrivais des livres, j'écrivais des pièces de théâtre. Et d'ailleurs, à regret, si j'avais un message à faire passer, c'est que j'ai tout jeté. Et c'est dommage. Il faut garder ce qu'on fait plus jeune. Moi, mon fils, je lui fais tout garder. Il écrit, je lui fais tout garder. J'adore l'écriture aussi. J'ai toujours un petit peu écrit. Et quand j'étais ado, j'ai écrit énormément de nouvelles et de romans, de cours. Voilà, j'ai tout gardé. J'ai gardé tous mes carnets parce que justement, pareil que toi, je me dis, même si ça vaut pas grand-chose, ce serait dommage de les jeter. Oui, puis en termes de transmission, un peu comme le livre que j'ai écrit à la naissance finalement de Valentine. Bien sûr qu'il y avait une volonté de partager avec les lecteurs. Bien sûr que j'avais envie d'aider des gens. Parce que c'est ça, hein, fondamentalement, ce premier livre, il faut toujours se dire. Mais c'était peut-être aussi pour t'aider toi, enfin ça faisait partie. Et puis il y avait une notion de transmission. Transmission à mes enfants. Et d'ailleurs, mon fils, quand il a fermé le livre, il m'a dit, mais t'es extrêmement courageuse. Et je me suis dit, donc il a compris, oui. C'est fou, ça, 13 ans et une telle et même pas, hein, il en avait 11 quand il l'a lu. Moi, je voulais pas qu'il le lise. Alors moi, il lit beaucoup, mon fils. Qu'est-ce que tu racontes dans le livre? En fait, je raconte cette histoire, qui est une histoire d'amour au départ, hein, une très belle histoire d'amour, de jeunes gens qui se rendent compte qu'ils sont tout jeunes. Donc, je raconte cette histoire d'amour, je pose l'histoire, et ensuite, je raconte ce drame, et je raconte tout le retour à la vie, la résilience, l'importance de mon entourage et familial et professionnel, comment on se bat avec l'administration quand ça arrive, parce que nous, on n'était pas mariés, et que on n'est pas toujours très bien lotis quand on n'est pas marié. Je raconte quand je retourne chez mes parents comme une enfant, parce que c'est ça, hein, mes parents m'ont repris à la maison comme une enfant. Comment je rachète un appartement. Tu le racontes de façon personnelle ou tu mets des personnages sur cette histoire ou non? Non, c'est vraiment c'est mon histoire romancée, mais c'est mon histoire. Les prénoms ne sont pas changés, la famille est là, les amis sont là, tout est vraiment c'est réel et réaliste. Et je raconte aussi comment je continue, comment je construis ma vie après ça. Parce que profondément, j'ai été changée. Ça, je suis persuadée de ça. C'est-à-dire que je suis persuadée quand il nous arrive quelque chose, on voit la vie différemment, de manière très positive, de manière très jolie. Moi, j'ai envie de tout prendre. Parfois, ça fatigue un peu mon entourage. Et aussi pour dire à mes enfants, oui, j'ai vécu ça, mais c'était dans ma vie. Ça faisait partie de ma vie. Et si vous êtes là, c'est normal. Voilà, je voulais qu'ils sachent que ma vie, c'était eux. Et qu'il est normal qu'ils soient là. Parce que forcément, quand cette histoire serait ressortie, ils auraient pu me poser des questions aussi. De me dire, mais attends, ça veut dire quoi si ta vie avait été différente? Et moi, je voulais même pas qu'ils se posent cette question-là. Voilà. Donc, ce livre-là, c'est aussi un moyen de transmettre. Et c'était aussi une manière de transmettre mon amour pour la vie. Parce que moi, je suis une ultra positive. Et je voulais leur faire passer des messages. On se dit toujours au revoir, on se dit toujours bonjour. On prend ce qu'on doit prendre. Et finalement, les épreuves, je dirais pas que c'est des cadeaux, mais elles sont pas là pour rien. Ouais. Voilà. Et donc, ton fils a terminé le livre, il t'a dit que tu étais courageuse et
Mais il est marrant parce qu'il a eu un mot pour moi et il a eu un mot pour mes parents aussi en disant mais ça n'a pas dû être facile pour papy et mamie. Et donc il avait tout compris finalement. Ah ouais, Voilà. c'est dingue. Mm. C'est dingue. Ah ouais. Bon, en La tout capacité cas, des enfants, elle est incroyable. enfin, c'est une... Oui, et puis, bon, toi aussi, tu es jeune maman. Enfin, je veux dire, déjà, toutes les hormones... faut en parler aussi, hein, toutes les hormones de grossesse, enfin, même la chute des hormones, Oui, plus un confinement, plus ce que tu disais, une vie à gérer, des enfants, oui. la pandémie mondiale dehors. Tu écris ce livre. Et c'est... Alors, quand est-ce qu'est venu le moment... déjà, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre? Il faut toujours à démarrer en mars, fin mars, au moment du confinement, vraiment au moment du confinement. Et on l'a terminé en juillet. Et comme on était en pleine pandémie et que tout était à l'arrêt, bien sûr que j'ai eu envie de l'envoyer à des maisons d'édition. Bien sûr que je l'ai fait. Mais j'ai une collègue qui m'a dit, tu sais, qui avait travaillé dans l'édition, il vaut mieux être une toute petite chez soi-même qu'une toute petite chez des grands. Hmm. Et ça voulait dire, bah lance ta maison puis tu verras bien ce que ça donne. Et comme je suis pas à ça près, bah je me suis lancée. Et là c'est une histoire familiale parce que quand on décide de se lancer, de monter une maison d'édition, toute petite, hein, soyons assez humbles, très humbles même, on fait tout seul. Donc, eh ben, mon mari m'a aidé à monter les statuts, on est allé à l'imprimerie tout seul, on a édité tout seul, on a corrigé tout seul, on a choisi la couverture avec un graphiste. Mais ça demande quand même un investissement de la part de la famille, parce qu'on a reçu les livres au milieu de la maison quand même. Et puis après, il a fallu les envoyer à des libraires, il a fallu démarcher des journalistes, il a fallu démarcher des librairies. Et donc ma fille qui a aujourd'hui 5 ans, j'ai fait un projet de livre avec sa classe, là, et la maîtresse a demandé ce qu'il fallait pour faire un livre. Bah, il faut quelqu'un qui illustre, il faut quelqu'un qui écrive, Et Valentine a dit, et puis il faut quelqu'un qui fasse les factures. Voilà, ça veut quand même bien dire qu'elle baigne dans quelque chose. Elle a compris la démarche, tu vois. Voilà. Donc voilà, et puis ce livre-là a appelé d'autres projets, puisque... Donc ton livre, tu as réussi à le placer dans combien de librairies environ? Bah, en fait, il est commandable partout. On en a vendu 2500 exemplaires. Tu l'as sorti en 2021? 2021, tout à fait. Et on l'a écoulé à 2500 exemplaires, ce qui est beaucoup, hein, en étant toute petite. Ouais, c'est bien, 2500 exemplaires. Ouais, on a été relayé dans les médias. J'ai eu la chance d'être reçue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Parce que autour de ce livre-là, il y a une volonté de partager. De partager. Tu interviens dans quel épisode de Ça commence aujourd'hui? Mars 2022. C'était sur quoi l'interview, enfin le sujet de... C'est retomber amoureux, le deuil après la perte du conjoint. Voilà. Et en fait, moi, j'intervenais sur et 15 ans après, quels conseils vous pouvez donner. Et moi, j'ai beaucoup parlé effectivement de mes enfants en disant que ben voilà, la vie, elle offre encore des cadeaux, elle offre encore des possibilités. Bien sûr, il y a un passage qui est difficile. La force de l'entourage est extrêmement importante. L'importance de s'écouter, de se dire bah là j'ai pas envie, et puis là en fait j'ai peut-être un peu envie, et puis là en fait je vais peut-être un peu sortir, puis je vais peut-être un peu écouter les copines, de pas forcément écouter certaines phrases que des gens disent sans penser à mal mais qui peuvent nous blesser, se dire ok il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, c'est pas grave, ne lui en tenons pas rigueur, et puis de plus avoir peur du jugement en fait, de pas avoir peur du jugement, de continuer sa vie. C'était vraiment ça Quand tu as sorti ta maison d'édition, c'était vraiment plus pour ton livre toi, ou est-ce que déjà tu t'étais dit j'ai envie d'éditer d'autres livres avec cette structure? Bah, un peu, je dirais que c'est un peu comme les entrepreneurs. On y va et puis on verra. Il n'y avait rien d'écrit. Il n'y avait pas écrit que j'aurais la chance de faire cette émission. Il n'y avait pas écrit que j'en vendrais 2500. Il n'y avait pas écrit que j'aurais d'autres idées. Quoique... En fait, je crois que l'entrepreneuriat, on tire le fil de quelque chose. Et surtout, on n'a plus peur de rien.
moi, j'ai plus peur d'aller à la rencontre des gens, de dire est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire ça ensemble, d'aller toquer à la porte des journalistes, d'écrire à des gens auxquels j'aurais jamais pensé. Ça prend pas. Mais en fait, comme on est tout seul avec soi-même, bah soit on se fait un peu violence et puis bah on déclenche des choses, soit on n'ose pas et alors il va pas se passer grand-chose. Voilà. Donc moi je suis encore une toute petite dans l'entrepreneuriat, j'en suis bien consciente, mais je ne m'interdis rien et advienne que pourra. Et alors, combien de temps ça t'a pris de lancer cette maison d'édition parce que tu as lancé ton livre et en même temps tu as lancé du coup ta maison d'édition, c'est ça? Oui, et ben la maison d'édition, elle est arrivée en même temps que le livre. Donc le livre a été parce qu'on apprend. Hein. Moi, pour te faire rire comme ça, moi je croyais que bon, on écrivait un livre puis qu'il suffisait d'aller le vendre en librairie. Et alors là, j'ai un comptable qui m'a dit bah non, t'as pas le droit de faire ça. Hein. C'est pas comme ça que ça marche de l'achat-revente. Faut créer une société. Il faut que tu justifies ce que toi tu achètes à la librairie, puis que tu justifies. Mais j'y connaissais rien. Donc la maison, elle a été lancée en même temps que le livre, donc février 2021. Mais cette maison d'édition, elle recouvre... en fait, elle a appelé à d'autres activités. Donc aujourd'hui, elle porte d'autres projets qui restent les miens, mais elle porte d'autres projets. Comment ils sont venus d'ailleurs, ces autres projets? Parce que tu lances le livre, tu as fait toi-même les relations presse, tu as eu effectivement des échos, des ventes. Et petit à petit, il y a d'autres projets qui sont venus à toi? Alors ça, c'est complètement avec la maternité. C'est complètement avec la maternité puisque quand j'ai eu mes enfants, j'ai constaté que les livres pour enfants traitaient toujours des mêmes sujets. Et tant mieux, hein. 2 sujets autour du pot, de la tétine, du coucher, du petit frère et de la petite sœur, de chez papy et mamie, j'en passe et des meilleurs. La seule chose qui change, bah, c'est finalement le personnage et le contexte autour. Moi, j'ai divorcé, donc mon fils a connu le divorce. Et puis, dans notre vie, on traverse tous des choses. Et avec mon amie d'enfance, Valérie, on a vécu les mêmes choses au même moment. Et on s'était dit, bah, en fait, il y a assez peu de livres qui traitent de sujets difficiles. Avec les plus petits, parce que parfois, c'est des sujets tabous, ou parce que, c'est ce qu'on a entendu, ah bah, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Le but, mon but aujourd'hui, c'est pas de vendre en surnombre, c'est d'adresser des messages. Donc il faut toujours se dire, voir, c'était ça. Et la collection, puisqu'on a lancé une collection pour enfants qui s'appelle la collection Je voudrais te dire, c'est de pouvoir adresser des messages aux enfants. Ou en tout cas de pouvoir avoir le dialogue avec les familles. L'année dernière, j'ai une collègue qui est tombée malade, qui a eu un cancer du sein et qui m'a dit, mais comment je vais aborder ce sujet-là avec ma fille? Et donc, j'ai appelé Valérie et je lui ai dit, ben, je sais, voilà, la collection, je voudrais te dire, va se lancer autour du cancer. Et donc, on a lancé en octobre un livre qui s'appelle Les mots de maman face au cancer et qui s'adresse aux enfants et à leurs familles ou aux familles et à leurs enfants. C'est génial. Pour pouvoir aborder la maladie. Et ces livres-là, tu les vends sur ton site? Partout. Ils sont à la FNAC, disponibles dans les librairies. On a beaucoup de collectivités territoriales qui nous en ont acheté. C'est ce que j'allais t'en parler, les écoles. Parce que, on a été suivis. Pour l'instant, il n'y a qu'un livre dans cette collection-là? Il y en a 2. Il y en a 2? Il y en a 2, puisqu'on vient de faire paraître, là, en mars, la mémoire de Papy Chamboule-Tout, qui traite des troubles cognitifs. Et là, pour le coup, nous, on a été directement impactés, puisque j'ai perdu ma grand-mère de la maladie d'Alzheimer, et que ma deuxième grand-mère, qui est très âgée aujourd'hui, a elle aussi des troubles cognitifs. Et ça, c'est pas facile à évoquer avec les enfants. Mais pourquoi mamie, elle me reconnaît pas? Mais pourquoi elle range ça pas là? Ou pourquoi elle s'est encore perdue? Or, elle s'est pas perdue, elle a cherché quelque chose. Mais aller expliquer ça à un enfant de 5 ans, c'est quand même très déroutant. Et donc, on l'a fait, on a lancé cette collection. Et ça, vraiment, c'est venu avec la maternité, de se dire, bah voilà, comment j'aborde avec mes enfants. Et ça va très bien pour Valentine, 5 ans, et ça va très bien pour Pierre, 13 ans. Des sujets difficiles. Voilà. Et en fait, des projets, des sujets, on en a plein.
plein, Et plein, rappelle-moi plein. comment s'appelle donc ta maison d'édition. La maison, c'est Et ma plume, E-T, plus loin ma, plus loin plume, puisque mon surnom, c'est Emma. Et la collection, c'est Je voudrais te dire. D'accord. Et donc, Ah dans le ouais, livre, il y a toujours un moment où le parent ou le grand-parent c'est dit des à livres avec l'enfant, des illustrations, du coup, c'est ça, c'est pour oui, vraiment pour les enfants. oui, oui, c'est vraiment des livres illustrés, ils sont très beaux parce que Valérie a fait les Beaux-Arts de Milan et vraiment, elle a un talent incroyable. Donc, moi, j'écris et Valérie illustre. C'est génial. Et à l'heure actuelle, tu as beaucoup de parents qui te contactent par rapport à ces livres, quels sont les retours que tu as eus des parents qui ont pu Ah bah alors sur utiliser les ces mots de maman, livres dans la ça a été communication? incroyable, incroyable, parce que en plus on a des mécènes qui en ont acheté pour en offrir, notamment à la Maison Rose, à Tout le monde contre le cancer. On en a envoyé dans une cinquantaine d'hôpitaux pour les mettre à disposition. Et on a eu énormément de familles qui nous ont écrit en nous disant mais c'est pas un peu prétentieux, mais merci. Non, Parce non, mais que c'est... parfois on n'a pas lu l'histoire, on s'est aidé des images, ou parfois on a lu l'histoire et on l'a amenée à notre manière, parce qu'en fait nous la maladie on l'a appelée, on met le terme cancer, mais dans notre histoire la maman elle appelle la maladie le colibri, D'accord. en disant que le colibri qui est un oiseau peut partir, mais il peut aussi revenir. Et donc la maman ou les grands-parents font comme ils veulent, où ils lui donnent un nom, où ils le nomment cancer, mais donc c'est très poétique, très imagé, mais on y retrouve tout. On a la maman qui va à l'hôpital, on a la maman qui est fatiguée, on a la maman qui perd ses cheveux, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. On a les émotions de la petite fille qui est triste, qui a peur. Et aussi, on a le retour des cheveux. Tout est anglais avec les saisons. Voilà. Ok. Et c'est très, très doux. Donc, on a effectivement eu beaucoup, beaucoup de retours de famille, de mamans, aussi de mamans en récidive, qui nous ont dit il faut que j'explique à mon enfant que c'est revenu. Ouais. Donc, et comment je vais le faire, et le livre est un bon moyen de le faire. Oui, après, on a aussi en dédicace, parce qu'on va partout où on nous invite. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir sa propre maison. On a une maman qui est venue nous voir et qui nous a dit, mais moi j'ai ma fille qui a 19 ans et son papa est tombé malade et elle n'arrive pas à en parler, donc je vais lui acheter. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui va de tout petit à... C'est des livres autour du dialogue. Et là, tu mentionnais, c'est intéressant, j'allais te poser la question. Tu mentionnais des mécènes. Et moi, j'avais envie de te demander, parce que c'est toujours un petit peu le sujet qui fâche quand on lance son propre projet entrepreneurial, c'est le financement. Comment est-ce que tu as fait pour financer la sortie de ton livre et puis la création de ta maison d'édition? Est-ce qu'il y a eu besoin de fonds en particulier? Je me suis autofinancée. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la maison, j'ai mis 1 000 € de capital. J'ai financé moi-même l'impression d'Il faut toujours, qui ensuite... T'avais besoin d'imprimer un certain nombre de livres en fait, minimum? j'y suis allée tout doucement. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, on en a imprimé 500, puis on a imprimé 200, puis quand il y a eu l'émission, on a réimprimé 500. Donc vraiment, on y va au compte-gouttes, parce qu'on n'a pas les moyens de partir et de se dire... d'abord, ce serait bien prétentieux de dire, allez, on va imprimer 2000 exemplaires. Bon. Et que j'avais pas les moyens du tout. C'était un risque, c'était un pari. Aujourd'hui, soyons très clairs, je n'en vis pas. J'ai une activité salariée. J'adorerais vivre de l'écriture, mais je n'en vis pas. Parce que... Non, pas parce que... On a fait ce choix de se dire, ok, on va sur des thématiques, ce que je te disais tout à l'heure. On m'a dit, mais le cancer, mais tu vas jamais vendre. Mais Alzheimer, mais tu vas jamais vendre. Non, encore une fois. Bien sûr que si demain on a une maison d'édition qui nous dit, mais go, on vous suit, nous c'est une thématique qui nous plaît, on sera ravis. Après, ça dépendra des conditions. Mais aujourd'hui, c'est pas notre créneau. Notre créneau, c'est de se dire, on veut répondre à une demande, à des besoins, de manière jolie, adaptée et poétique. Donc, on en vend... mine de rien, les mots de maman, on en a vendu 1000, entre octobre et aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est et bien. La mémoire de papy démarre pas mal aussi. Tu l'as lancé en mars et là, En mars. On a imprimé 300 exemplaires. Et alors, te dire combien on en a vendu, là, je ne sais pas.
mais on est plutôt sur un bon trend. Super. Après, il faut qu'on fasse tout nous-mêmes. Donc, on fait la com et le démarchage des journalistes. Et tout ça ne se fait que entre 21h et 1h du matin. Exactement, j'ai envie de rebondir sur ça. Parce que toi, donc, comme tu viens de le mentionner, tu as aussi une activité salariée à côté. Donc, toi, tu combines cette maison d'édition, la promotion de ces livres et ton activité et ta vie de mère et ta vie de femme. Comment est-ce que tu fais pour concilier tout ça Alors, c'est marrant parce que je suis intervenue en lycée il n'y a pas longtemps et on m'a dit « Mais vous n'avez pas encore fait un burn-out ?» Bah non. En fait, ma vie est assez bien rodée, c'est-à-dire que mon équilibre, c'est mes enfants et mon mari. Donc, le matin, on petit déjeune tous les 4. C'est pas possible autrement. On petit déjeune tous les 4. Après, Pierre part au collège. On emmène Valentine à l'école. Chacun va qu'à ses occupations dans la journée. Et le soir, on se retrouve, on dîne tous les 4. Et là, c'est le moment où je crois fondamentalement à l'échange. Chacun raconte sa journée. D'ailleurs, ça se dispute parfois. Mais moi, j'ai pas encore eu le temps de raconter ce que j'ai mangé. Mais qui là on dîne avec nos enfants, on fait des devoirs. Je suis très à cheval sur ce sujet. Et ensuite, quand tout le monde est couché, alors je prends ma deuxième activité. Et c'est là, entre 21h et 1h du matin, qu'on recommence. Là, typiquement, Christophe est en train de mettre en page. Comment est-ce qu'il voit justement cette activité supplémentaire que tu ajoutes à tes journées déjà bien remplies? En fait, il y participe. C'est ça la blague. C'est-à-dire que là, j'ai écrit pour quelqu'un, j'ai écrit la biographie de quelqu'un qui sortira en septembre. C'est lui qui gère toute la partie technique. C'est lui qui fait toute la mise en page là en ce moment. Sur les livres de la collection, je voudrais te dire, c'est lui qui a fait toute la mise en page. C'est un projet à 4 mains, finalement. Oui. C'est-à-dire qu'entre 21h et 1h du matin, vu qu'il ne regarde pas la télé non plus, il participe. Ou alors, de temps en temps, je lui dis, là, il faudrait faire une facture, là, il faudrait envoyer un livre. Alors, c'est pas tous les soirs. Mais c'est vrai que quand même, nos soirées sont assez riches. C'est chouette. Et en vrai, c'est rigolo parce que ça nous a donné une autre dynamique. Et je crois que depuis ça, alors déjà, j'étais bien active au bureau, mais je suis encore plus active. Parce que finalement, le cerveau... ça t'a libéré ta créativité, Oui. Le fait de faire un projet je crois que le cerveau, motive, qui te stimule. Ça génère une... C'est pas de l'endorphine, je crois, je veux pas dire de bêtises. Mais... Et en fait, le cerveau, c'est un muscle. Plus on l'active, plus il est prêt. Donc en vrai, le travail, ça me fait pas peur. Et on part en vacances avec nos enfants, et on fait nos week-ends avec nos enfants. Voilà, donc on a vraiment réussi à concilier nos vies pro, qu'on adore, parce que moi, je suis passionnée par mon métier, aujourd'hui dans la communication. Et on a réussi à tout lier finalement. Parce que, encore une fois, je crois qu'on se donne le temps qu'on veut bien se donner et qu'on ne se laisse pas polluer par des objets externes que je nommerais peut-être, qui sont le téléphone, les réseaux sociaux, qui finalement grignotent beaucoup. Et je voulais te demander, comment est-ce que tu penses que le fait que tu aies... parce que là, justement, c'est bien, tu disais que c'est un projet qui te stimule, qui te motive, qui finalement te permet d'être aussi peut-être plus productive au travail. Comment est-ce que tu penses que le fait de t'être lancé dans l'entrepreneuriat, ça affecte la relation avec tes enfants? Dans le bon sens, tu veux dire? Ça peut être positif comme négatif, mais est-ce que tu penses que ça a un impact par rapport à quand tu étais juste salarié, par exemple? Est-ce que tu vois une différence entre le fait d'être salarié versus entrepreneur? Et comment est-ce que tu vois que ça peut affecter ou impacter la relation avec tes enfants? Moi, je crois que ça les a impactés de manière ultra positive. Alors Valentine, finalement, elle l'a toujours un peu connue. C'est-à-dire que pour Valentine, maman, elle travaille dans les médias, la communication, et maman, elle écrit. Maman, elle fait des livres. Donc elle a toujours vécu ça. Mon fils aîné, je pense que ça lui a donné un goût d'entrepreneuriat, en tout cas de faire un métier dans lequel il soit, je sais pas s'il faut employer le mot libre, mais quand même un peu. Aujourd'hui, il nous parle vraiment de métier en libéral. Donc je me demande dans quelle mesure, alors son papa a un métier en libéral, mais je me demande dans quelle mesure ça n'a pas, qu'est-ce qu'il veut quand même, ça influe pas. Mon fils, aujourd'hui, il a 13 ans, il aimerait être avocat.
Ah. Oui, parce que Pierre, il est pour la justice et la justesse. Il est un peu comme sa mère. Donc, je me demande quand même si ça impacte pas ça, tu vois, d'avoir cette envie de travailler pour soi, pour les autres, tu vois, d'avoir presque quelque chose un peu à mission finalement. Parce que les livres qu'on écrit, ils sont un peu à mission. Celui qui sort en septembre, qui est une biographie, il est aussi à mission parce qu'il va véhiculer un message. Ça les a ouverts aussi beaucoup sur la curiosité. Depuis tout ça, ben, on a parcouru la France, hein, parce que moi, je suis capable d'aller dans le nord comme dans le sud. Partout où on est invité, on va. Donc, ils viennent avec moi. Ils viennent avec moi et le temps que je fasse une dédicace ou une conférence, parce que je donne des conférences, bah, ils vont 2 heures visiter la ville, puis après, on passe le week-end ensemble. Donc, en fait, ça les a extrêmement ouverts, je trouve. Et puis, ils se rendent compte aussi qu'on n'a rien sans rien. Oui. Voilà. Encore une fois, je reprends les factures, mais quand il y a une facture qui sort, bah Valentine me l'amène, puis elle met le coup de tampon. Elle a 5 ans, hein, et je la signe. Elle se rend bien compte qu'on travaille beaucoup, mais que c'est aussi par le travail qu'on a, qu'on a ce qu'on a aussi, parce qu'ils ont la chance qu'on les emmène partout avec nous, qu'ils puissent aller faire des expos. Et ça demande un investissement personnel, un investissement financier aussi, hein. Parce qu'aujourd'hui, ma société, elle me rapporte rien, soyons très clairs. Oui. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, pour une raison X ou Y, ce projet de maison d'édition devait s'arrêter, est-ce que tu recommencerais un projet entrepreneurial? Oui, parce que, encore T'as une fois... besoin de finalement, de ce projet en plus de ta vie de Oui, parce que salarié, ça m'a fait grandir. Hmm. Ça m'a fait grandir. Ça m'a permis de mettre en place une conférence qui s'appelle Les mots pour le dire aussi, d'échanger avec des médecins, avec des patrons, sur comment j'annonce quelque chose ou comment je reprends quelqu'un dans l'entreprise après avoir vécu quelque chose. Et je me verrais plus à 100% que employé, je sais pas dire, mais bien sûr que ma vie de salarié est hyper active. En plus, j'ai un métier qui est très prenant. Mais finalement, encore une fois, mes soirées, je pourrais sortir tous les soirs, aller au resto, mais j'ai des enfants. Donc à partir du moment où moi, encore une fois, je suis pas très réseaux sociaux, à part pour la maison ou à part pour mes activités, où je suis pas du tout télé, où je suis pas du tout... Alors je lis beaucoup, c'est ce qui m'anime. Donc oui, je recommencerai, oui, sans Et problème. est-ce que tu dirais que ce que tu fais à l'heure actuelle, ton métier de jour, on va dire, Oui. t'aide dans ta vie d'entrepreneuse? Oui, bien sûr, parce que moi, je suis une ultra communicante. Et la communication depuis toute petite. Donc, finalement, j'avais déjà un peu... je sais pas si on peut dire les codes de la communication, mais je savais comment m'adresser, je savais comment parler, je savais comment écrire. C'était inné. Mais ça, je le découvrais pas, pour le coup. Donc, oui, ça, bien sûr, ça a influé. Tu travailles en agence ou chez l'annonceur? Moi, je travaille en agence média. D'accord. Oui, donc finalement, tu avais déjà quand même plusieurs clients, on va dire. Donc, tu pouvais aussi un petit peu exercer la communication sur plusieurs projets. Mais il n'y en avait pas qui étaient similaires au tien. C'est-à-dire qu'en revanche, là où j'ai vraiment mis un filtre, c'est qu'il n'était pas question pour moi que ce que je fasse la journée puisse avoir... un lien quelconque avec mon autre activité, puisque moi j'aime bien mettre ce qu'on dirait en anglais des firewalls. Mais en tout cas, cette notion de communication, je l'avais déjà. C'est pas quelque chose qui me faisait peur. Comment est-ce que ton employeur voit ton activité parallèle, maison d'édition, écriture de livres? Il est au courant, j'imagine ou... Oui, bien sûr. Alors il y a beaucoup de gens en fait dans la communication qui écrivent des livres. Il y en a plus que ce qu'on croit, à des postes bien supérieurs aux miens. Donc, à partir du moment où ça n'impacte pas ma vie professionnelle, à partir du moment où je le fais sur mon temps libre, puisque c'est vraiment ça, il n'y a pas de raison, et j'irai même plus loin, puisque le groupe dans lequel je travaille, le groupe WPP, a été mécène sur les mots de maman face au cancer. Donc, il y a en plus il y a eu un accompagnement, puisque on est dans une démarche sociétale sur ces livres-là. Oui. Donc, je sais pas, écrire un livre sur la pub ou sur la com, ou sur les gens de la pub ou sur la com. J'écris vraiment sur des sujets de société. Oui, et puis qui tu parles aussi. Oui, il n'y a aucun impact entre les deux.
Et C'est finalement comme si je faisais de la danse à outrance. Quelqu'un qui ferait le soir... Je sortirais du bureau et j'irais jouer des pièces de théâtre, on ne me poserait pas de questions, oui, finalement. oui, c'est Ou vrai. je ferais de la danse, ce serait pareil. Donc, c'est chez moi. Voilà. Et c'est de l'écriture. Et justement, j'ai envie de te poser la question contraire, entre guillemets, si là, d'un coup, euh, la publication de tes livres te prenait beaucoup plus de temps, qu'il y avait de plus en plus de ventes, tu te lanceras à 100% dans ce projet-là ou tu aurais quand même besoin d'avoir un métier de jour, entre guillemets quel serait pour toi le moment où tu te dirais, bon, là, c'est bon, je peux me lancer à 100% et je serai Faut sereine. être très honnête, très très honnête. Si j'arrivais à en vivre, bien sûr que je me lancerais, parce que c'est une passion. Hmm. Après, est-ce qu'une passion peut devenir un métier à 100%? Je sais pas. Euh, T'as peur que le fait que ça devienne un métier, tu sois moins passionnée peut-être? non, parce que moi je suis quelqu'un de passionné, et par mon métier de jour, et par l'écriture. Donc, bien sûr que si j'arrivais à en vivre, je le ferais, pour me donner une chance. Ouais. Et parce que je crois fondamentalement que si ça marchait pas, je ferais autre chose. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être repéré. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas été. Bon, peut-être que je le serai un jour. Qu'aujourd'hui, j'aime bien cette notion d'indépendance quand même, parce que encore une fois, comme faut bien se dire que c'est quelque chose qui me prend 2 heures par jour. Donc forcément, ça veut dire que on limite les tirages et on limite la Hmm. productivité. Donc ça me permet aussi d'aller là où je veux et quand je veux le week-end, puisque ce n'est que du week-end. Et que si demain je devenais 100% là-dessus, je pourrais le faire aussi la semaine et peut-être... Donc si je pouvais, ce serait oui. Et si ça marchait pas, je reviendrais en arrière. Sauf Hmm. qu'aujourd'hui, moi j'ai quand même 2 enfants, des obligations, et que de pas en vivre, Ouais. ça implique de rester salarié. Et donc si je suis salarié, comme je fais les choses à fond, je suis salarié à fond. Hmm. Voilà. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans le lancement de cette activité entrepreneuriale, de combiner la vie de maman, la vie d'entrepreneuse, la vie de salariée? Qu'est-ce qui m'a surpris le plus Ça peut être sur la situation, mais ça peut être sur toi aussi, hein. Peut-être que tu as appris des choses sur toi que tu connaissais pas. Moi, je pensais pas que j'arriverais à monter quelque chose. Moi, je pensais pas que j'oserais aller taper à certaines portes, de dire à des acteurs qui ont pu jouer dans des films autour du cancer, voilà, on a écrit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a qui me répondent, il y en a qui ne me répondent pas. Je pensais pas que je pourrais rendre fier mon entourage à ce sujet-là, d'ailleurs, parce qu'ils sont fiers de se dire qu'on écrit des choses qui aident les autres. Hmm. Et je pensais pas qu'on pouvait que ça générait autant de coûts aussi, parce qu'en Mhm. France, entreprendre, c'est difficile. Ouais. Voilà, et moi je salue le courage des gens qui lâchent tout pour vraiment entreprendre, parce que l'entrepreneuriat c'est pas si facile que ça hein, quand même. Et quand on a un Administrativement, produit physique, il y a aussi beaucoup fiscalement. de coûts. Oui, alors en plus, moi, on parle de livres, donc c'est pas si difficile. Je pense aux gens Hmm. qui ont des projets, mais fiscalement, c'est pas si simple. Hein. T'en gagnes 1, on t'en reprend 0,5. Donc c'est pour Ouais. ça que je D'ailleurs, dis tu es en que quel statut légal moi, avec moi j'ai une SASU, SASU? D'accord. voilà. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire que avant d'arriver à vivre de ça, Ouais. bon. Donc ça m'a étonnée. Et puis après, j'ai été aussi étonnée de l'adaptabilité et l'agilité de ma famille. De se dire, ok, on te suit partout et on y va avec toi. C'est génial. Donc ça, c'était chouette. C'est Hmm. chouette, en vrai. Et ta C'est fille, elle est chouette. au courant que... Enfin, est-ce que tu lui as expliqué que c'était grâce à elle que tu t'étais lancée dans l'écriture de ce livre, que c'était vraiment avec son arrivée que tu avais eu le déclic? Non, je sais pas si elle en est consciente, parce qu'encore une fois, elle baigne dedans. En revanche, là où elle est très consciente, c'est que quand je vais à l'école
et que j'écris un livre avec sa classe, bah, elle est hyper fière. Voilà. Donc ça, voilà, il y a une idée de transmission qui est arrivée par elle et par eux, en fait, les deux. Parce que je me rends compte en te parlant que Pierre a toujours beaucoup lu et que je l'ai toujours incité à écrire et qu'il le fait. Alors, c'est dommage parce qu'il va pas au bout. Et je lui dis, mais si tu vas au bout, je t'édite. Donc non, je crois pas qu'elle soit consciente de ça, mais en vrai, je lui ai jamais dit. Elle a 5 ans. Donc tu es en train de me faire prendre conscience que ce serait bien que tu dises. Non, mais c'est vrai. C'est bien, Merci. écoute, on fait des prises de conscience aussi sur ce podcast. Oui, il y a une prise de conscience, je lui ai jamais dit, mais en fait... Mais c'est une question que j'aime bien poser parce que finalement, on parle souvent des parents, enfin, nous en tant que parents, on a le déclic de changer d'activité grâce à l'arrivée de nos enfants. Mais en fait, des fois, c'est bien de leur expliquer, bah, en fait, tu sais, maman, elle fait ce métier-là parce que t'es arrivée dans ma vie et que tu m'as fait changer les choses, tu m'as fait voir les choses différemment, et enfin, quand ils sont en âge de comprendre, bien évidemment. Ouais. Mais je trouve Mais il y que a eu une c'est combinaison sympa de tout, encore une fois. Il y a eu cette volonté de leur partager mon histoire au départ. Et puis, il y a eu ce confinement, cette pandémie, et ce moment où je me suis dit, bon, bah, moi, je vais raconter mon histoire à mes enfants. Et je veux aussi dire humblement au monde que on va tous traverser des moments difficiles et qu'on va continuer. Et j'ai envie de revenir aussi un tout petit peu en arrière, donc par rapport à ce moment d'écriture. Ça n'a pas été... Enfin, parce qu'il y a quand même toutes les hormones, on va dire, moi, je suis en plein encore dedans, donc les hormones de grossesse et tout. Comment est-ce que ça a été émotionnellement? Parce que c'est pas un sujet facile non plus. Tu t'es replongée dans des épisodes très douloureux de ta vie. Alors, Valentine, elle avait 1 an, donc elle avait un peu moins d'1 an quand j'ai écrit. Donc, je pense que les hormones étaient déjà derrière moi. Mais là où tu as raison, c'est que le livre a quand même ramené beaucoup, beaucoup de choses. Pareil. J'ai eu des nuits très difficiles parce que quand j'ai raconté cette histoire-là, quelque part, j'ai fait revenir quelqu'un. Enfin, revenir, je pourrais essayer le Oui, et puis tu l'as revécu de plein fouet, finalement, tout ça. Je l'ai revécu avec tout ce que ça comporte de beau et de moins beau. Donc, j'ai eu des moments très difficiles. La nuit notamment, puisque comme j'écrivais tard, j'écris toujours tard. Forcément, tu vas te coucher derrière. C'est difficile de t'endormir après. Oui, puis j'ai beaucoup cauchemardé à ce moment-là. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Je voudrais te dire. La collection Je voudrais te dire. Donc, c'est plus ça. Je venais d'être une 2e fois jeune maman. Il y avait ce confinement, il y avait cette pandémie. Et les nuits étaient quand même très agitées parce que je secouais beaucoup de choses. Et puis, j'ai aussi secoué mon entourage. Parce que quand j'ai écrit le livre, forcément, je leur ai demandé de me re-raconter des choses que j'avais vécues. Mais le cerveau est quand même très bien fait. Il y avait des choses que j'avais occultées. Où je disais à mes parents, mais je me souviens plus de ça. Mais oui, mais ça s'est passé comme ça. Ou ma grande sœur, qui était là avec moi. Donc, plus que les hormones, c'est qu'il a fallu que je concilie à un moment donné mon côté jeune maman, 2e jeune maman, avec un bébé, et des choses que je faisais revenir. Et là, c'est le choc des émotions, quoi. Ouais, j'imagine. C'était plus ça. Et finalement, tu l'as sorti, ça a été un soulagement, j'imagine, ou enfin. Finalement, en fait, ce qui est incroyable, c'est que le livre est arrivé au moment où on a commencé à déconfiner. Juillet, là. Au moment où ma fille a commencé à marcher. Donc, c'était quand même assez libérateur parce que les planètes s'alignaient, tu vois. Ouais, c'est fou. On a eu la chance d'être dans le sud à ce moment-là. Et quand le livre est sorti en février, la pandémie n'était pas derrière nous, ne l'oublions pas, mais on était revenus chez nous, on vivait avec des masques, mais c'était redevenu un peu normal. Et puis mon fils avait lu aussi. Donc finalement, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais vécu, prenait sa place. Voilà. Et je voulais pas que mon livre soit un fardeau pour mes enfants. Tout comme je veux pas que mon activité d'écrivain soit un fardeau. Parce qu'en fait, au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà de la maison d'édition, mon activité principale, c'est d'écrire. C'est pas de mener c'est pas de gérer une entreprise, c'est d'écrire. Et Valérie de dessiner. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un prochain projet de livre? Oui, bien sûr. On va sortir un
un prochain livre sur une thématique que je peux pas donner, que je vais pas dévoiler, mais qui est De la très collection actuelle. Je voudrais te dire ou... Oui. Alors, dans la collection, je voudrais te dire oui. Le thème est choisi. On a même déjà 2 thèmes d'avance. Donc, il y a eu la maladie, le deuil blanc. Le prochain est vraiment d'actualité. Et en septembre, j'ai coécrit une biographie d'une femme qui a traversé, pareil, une histoire difficile et qui en a, j'ai envie de dire, pas tiré quelque chose, mais qui en a ressorti quelque chose de très beau. C'est une femme pour qui j'ai une grande admiration, qui est une femme de résilience incroyable. Je ne sais pas si j'ai envie de dire très forte, mais qui est une grande dame et qui aujourd'hui œuvre pour les autres. Donc on a coécrit son livre et qui sort là en septembre et que j'édite avec ma maison d'édition. Génial. Et écoute, pour le... Et qui tournera autour des enfants aussi. Ah justement, Voilà. J'ai envie de te poser la dernière question. Ce serait à toutes les mamans, même les papas entrepreneurs, enfin les mamans ou les papas qui nous écoutent et qui aimeraient créer leur projet, se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? De bien mener de front la vie de parent et la vie d'entrepreneur. De ne jamais perdre de vue la famille, parce que c'est l'essentiel. Parce que ce qui restera toute sa vie, et bien après nous, c'est la famille. Et la famille qu'on crée maintenant et la famille qu'on crée dans le futur. On verra ou qu'on verra moins, pas peut-être. Mais c'est vraiment ça. C'est de se dire que les fondamentaux, moi je crois que si j'arrive à écrire comme ça, c'est parce que je suis portée par eux. C'est eux qui m'emmènent là-dedans, c'est eux qui d'ailleurs parfois qui me donnent des thèmes. C'est mon fils qui m'a parlé du prochain thème. Donc de jamais perdre ça de vue. De toujours se dire, allez on y va et on verra. D'oser taper aux portes. Alors moi, j'ai tapé à des portes journalistiques, puisque c'est en lien avec ce que je fais. Je n'ai pas eu besoin de lever des fonds. Voilà, je n'ai pas du tout cette... Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, il y a un éditeur qui me dira, allez, on y va. Bien sûr, j'aimerais bien. Donc, de toujours y croire. Et d'ailleurs, il faut toujours se dire au revoir, termine comme ça. Il faut toujours y croire. Et de se faire confiance. Voilà. C'est un magnifique mot pour conclure cette interview. Ça m'émeut, tu vois. Il faut toujours y croire, c'est vraiment ça. Ce que tu dis. La dernière page de Il faut toujours y croire, il faut toujours se dire au revoir, il faut toujours croire en les autres, croire en l'amour, croire en soi. Voilà. Magnifique. Il faut toujours se dire au revoir, du coup, de... c'est quoi c'est Emmanuel Chedlet-Girouard. Mais je te les enverrai, je t'enverrai les liens. Qui est disponible donc dans plusieurs librairies en ligne. Oui. Si on tape ce nom-là, ou la maison d'édition Et ma plume. Oui, et il est commandable dans toutes les librairies de France. Avec la collection Je voudrais te dire. Merci beaucoup Emmanuel pour ton partage dans Biz & Bibs. On souhaite une longue vie en tout cas à la maison d'édition Et ma plume. On espère voir de très très beaux autres livres sortir prochainement. Et longue vie en tout cas à tes projets et une très belle continuation. Merci beaucoup Estelle, merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz & Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.